Bonjour, Décideur TV, les décideurs de la gestion, midi. Vous avez maintenant l'habitude de ce rendez-vous. Une fois par semaine, midi le jeudi, deux gestionnaires parmi les meilleurs de la place, puisque nous les avons sélectionnés pour ça, évidemment, sont sur le plateau à mes côtés. Nous décryptons l'actualité, nous essayons de tirer des conclusions à la fois pratiques, en arbitrage, nous descendons jusque dans les valeurs. Donc aujourd'hui, à côté de moi, Thomas Louis, Acer Finance. Bonjour Hubert. Et Marc Giraud, HMG Gestion, qui découvre cette émission ou que vous découvrez aujourd'hui. Bonjour Monsieur Tassin. Eh bien, bienvenue. Ce que je vous propose, bien sûr, nous sommes guidés par vos questions. C'est les questions qui remontent par Internet, puisque nous sommes en direct. Si vous êtes en podcast, c'est trop tard. Il faudra venir jeudi prochain à midi sur Décideur TV. Un peu d'actualité. Alors, est-ce que M. Bernanke a sonné cette semaine la fin de l'argent facile? Est-ce que c'est un tournant pour l'économie d'une manière générale et pour la bourse, puisque bon, on a une bourse qui a moyennement réagi, notamment en Europe. Thomas. Je pense que Ben Bernanke, dans son discours, il annonce qu'il y aura moins besoin de quantitative easing aux États-Unis. Il ne parle toujours pas pour l'Europe. Je rappelle qu'un dollar égale un dollar pour un Américain. Donc il continue de ne penser qu'à lui et qu'à son pays. Donc c'est plus de notre côté qu'on doit se poser des vraies et des bonnes questions. Marc? Quand on a pris goût à l'argent facile, oui. C'est une drogue dont il est très difficile de se défaire. Mais je pense que la situation aux États-Unis est assez différente de celle qu'on peut avoir en Europe. En Europe, on a des endettements des États colossaux. Et pas aux États-Unis? Aux États-Unis aussi, mais si je prends l'Europe, que je regarde la France, par exemple, la France est le pays occidental qui a le taux de prélèvement obligatoire sur son économie le plus élevé de tout le monde occidental. Donc autant les États-Unis ont une capacité à augmenter les impôts éventuellement s'il faut combler le déficit, parce que s'ils ne veulent pas le faire en diminuant les dépenses, autant la France, et je considère que c'est le pays occidental qui est dans la pire situation, parce que sa marge de manœuvre pour augmenter ses recettes est la plus faible de tous les pays occidentaux. Donc on est vraiment accro à l'argent facile en France. Et je crois que ça ne va pas cesser tout de suite. D'ailleurs, ça influence notre politique de gestion à moyen long terme. Nous considérons que les taux longs vont rester très bas très longtemps. Thomas, vous partagez cette analyse ou... Je crains que Marc finisse par avoir raison. Ça risque d'être bonjour tristesse si on continue comme cela. On s'oriente. Il y a deux choix. Il y a le choix de l'économie américaine qui est plutôt c'est le choix de l'inflation. Un choix inflationniste, pour l'instant, oui, au sens où il y a plus d'inflation que de croissance. Voilà. On est en taux d'intérêt réel négatif, on essaie de relancer on relance la machine, c'est pas on essaie, on a plusieurs signes avant-coureurs d'une relance malgré tout aux États-Unis, moins violente que les périodes précédentes. Tandis que chez nous, on a toujours les tenants d'une politique stricte, mais au milieu d'États qui n'ont strictement rien à voir, ou de pays qui sont strictement différents, que ce soit les Allemands d'un côté, les Grecs de l'autre, pour prendre les deux bornes du camp européen. Donc quand vous ne pouvez pas mener une politique déflationniste ou inflationniste chez nous, quand vous avez des taux d'intérêt réels extrêmement élevés en Espagne ou même en Italie en ce moment, et qui sont quasiment négatifs pour le coup en Allemagne au moment où on parle. Oui, mais en l'histoire, Marc, à terme, quand les États sont trop endettés, ils ne remboursent pas, ça c'est l'État, la Russie maintenant, un jour, la Russie impériale, ou ils remboursent en monnaie de singe. Ça n'arrive pas qu'ils remboursent sans inflation. Ça n'est pas la peine d'aller chercher la Russie, puisque si vous prenez la France a quand même effacé entre 1900 et 1990 95% de sa dette par l'inflation. C'était bien la question. Un investisseur qui achetait des emprunts d'État des pays occidentaux en 1900, ça s'appelait la rente à l'époque. Ça s'appelait la rente, et il mettait ça. Alors il y avait la 3% perpétuelle. Mais celui qui achetait des emprunts d'État occidentaux en 1900, s'il achetait des emprunts d'État japonais, français, allemands ou italiens, il avait perdu en moyenne 95% de sa mise 50 ou 60 ans plus tard. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher des exemples très exotiques et très loin. On est parfaitement aussi capable que les autres à manger la grenouille et à ne pas honorer nos engagements. Mais est-ce qu'on pourra faire autrement, surtout? Non. Ça doit C'est-à-dire que il y a un schéma, c'est le Japon.
qui, depuis 20 ans, est le contre-schéma. Oui, mais au Japon, 1 euro de dette publique est acheté par 1 euro d'épargne japonaise. Donc 1 égale 1, ça s'annule, terminé. Alors chez nous, c'est pas tout à fait pareil. On a quelques étrangers qui sont propriétaires de notre dette, à qui il va falloir rendre quelques comptes, malgré tout. Donc il va falloir plutôt se pencher vers l'épargnant français. Il faudrait, dans un monde... je dirais pas parfait, mais spolier quelque part ce rentier pour pouvoir espérer rembourser en monnaie de singe, comme vous le disiez Hubert tout à l'heure, et espérer que les générations actuelles qui sont au travail ou qui vont arriver sur ce marché du travail ne passent pas leur temps à rembourser la dette de leurs parents. Donc là, on peut déjà dire un mot de stratégie. Si on va là-dedans, dans cette direction, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son patrimoine? Je voudrais revenir... non, en fait, je vais répondre à votre question, bizarrement. Je n'aime pas répondre aux questions, mais par accident, je vais répondre à la question. On est dans une situation assez intéressante où les gens qui raisonnent à long terme utilisent des paramètres sur les 10, sur les 20 dernières années. Ça n'est pas le long terme. Le long terme, c'est autre chose. Et ces gens-là nous disent, voilà, ça fait on a eu 7% de performance annuelle moyenne sur les emprunts d'État depuis 20 ans. On n'a jamais vu ça. La performance sur 100 ans des emprunts d'État dans le monde, c'est autour de 2% peut-être. Bon. Là, on a 7 ans par an depuis 20 ans. Ce sont des circonstances absolument inouïes qu'on n'a jamais vues. On double tous les 10 ans en plus, donc c'est à peu près ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas tenable. D'où d'ailleurs la situation d'endettement colossal des États aujourd'hui, c'est qu'ils se sont endettés beaucoup trop cher. Bon. On va donc il faut absolument oublier l'historique de rendement des emprunts sur les 20 dernières années pour raisonner en fonction des paramètres d'aujourd'hui qui nous disent que dans 20 ans ou dans 10 ans certainement et dans 20 ans probablement, les investisseurs en obligations auront perdu beaucoup d'argent. Il y a obligation et obligation. Il y a des obligations qui rapportent beaucoup et qui ne sont pas tellement risquées. Il y a des obligations qui rapportent rien et qui sont paradoxalement assez risquées. C'est la plupart des emprunts d'État. Mais aujourd'hui, il faut absolument éviter les emprunts d'État. Et je vais scandaliser beaucoup de personnes en disant que, comme les assurances vie en euros sont essentiellement investies en emprunts d'État, il faut absolument éviter les assurances vie en euros. Bien, alors, question d'Éric. Très bavard, excusez-moi. Question d'Éric. L'Espagne n'a pas réussi son adjudication de dette. Les taux d'emprunt de la France ont augmenté. Finalement, est-ce que nos politiques qui disent qu'on est sorti de la crise ont une once de crédibilité? Non, on est sorti d'une crise qu'on a connue, hein. D'abord une crise de liquidité, je rappelle que c'était l'accident Lehman, plus que l'incident d'ailleurs. Après une crise de confiance cet été, hein, avec l'Italie qui a montré 2-3 signes de faiblesse. Donc on n'est pas sorti de la crise au sens général du terme, on sera sorti de la crise quand on gagnera plus qu'on ne dépense. Ce sera un premier signe avant-coureur d'une sortie de crise. Et quand enfin on aura compris qu'il faut avoir un petit peu de bon sens dans notre monde actuel et demander à chacun de faire des efforts à proportion, sans que ce soit une catégorie de la population qui porte les efforts pour l'autre, sans oublier les gens qui évidemment sont au bord de la route. Enfin, arrêter un petit peu de faire croire qu'on va pouvoir continuer de distribuer comme ça des richesses qu'on ne crée pas. Oui, mais question inverse. Si on arrête de créer des richesses sous prétexte que c'est la politique récessive menée par les banquiers devenus autoproclamés ministres, comme ce qui se passe en Italie, si on ne produit plus de richesses, il n'y aura plus de problème non plus. Alors, jusqu'à plus ample informé, on le verra tout à l'heure en parlant un petit peu de valeur. Les entreprises dont on parle continuent de créer des richesses, elles continuent de vendre, elles ont des carnets de commandes qui sont malgré tout remplis. Elles bénéficient pour un certain nombre d'entre elles de la croissance des marchés, pas seulement émergents, d'un certain nombre de marchés, hein, les marchés qui ne sont plus d'ailleurs émergents, il faut arrêter de les appeler comme ça, de nouveaux pays industriels, ça me semble plus adéquat. Elles bénéficient d'un effet démographique extrêmement important, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un véritable dividende démographique, pour reprendre l'expression de François de Givry, un véritable dividende démographique dont on va bénéficier dans les 20 ans qui viennent, sur tous ces pays, la Chine, l'Inde ou le Brésil. Donc marque stratégie toujours, il y a des obligations qui rapportent beaucoup, je ne sais pas très bien lesquelles, mais vous allez sûrement nous le dire, et autrement, il faut être sur des actions pour jouer le mondial, ou est-ce qu'il faut être sur des matières premières pour jouer le mondial, etc.
Il y a les vraies bonnes idées, les fausses bonnes idées. Les fausses bonnes idées, c'est ce que tout le monde pense au même moment. Les vraies bonnes idées, c'est essayer de trouver des choses que les gens ne pensent pas encore aujourd'hui, mais qui penseront bientôt. Donc, on est d'accord sur le fait qu'on n'aura plus de croissance en France pendant très longtemps. Du coup, alors il y a de bonnes raisons à ça. On est assommé par l'administration, on est obsédé par les politiques marxistes depuis l'après-guerre où il s'agit de répartir une richesse qui n'est pas créée, etc. Bon, on ne va pas polémiquer là-dessus, tout le monde est au courant de cette situation. Mais on a de ce fait une bourse française, enfin des bourses européennes en général et une bourse française en particulier, qui est plutôt pas très chère. Alors, pas très cher, il ne faut pas se focaliser sur les titres chers, il faut regarder en moyenne, elle est plutôt pas très chère. Et il y a des sociétés qui font un excellent travail, qui sont un peu prises dans l'ambiance généralement négative, le pessimisme concernant l'économie en général, et qui du coup valent beaucoup moins cher que ce qu'elles devraient valoir. Donc il y a de bonnes affaires à faire aujourd'hui. Voilà, bon, ça c'est une bonne nouvelle. Donc justement, un peu de baisse quand même, depuis presque 3% à la Bourse de Paris sur 8 jours, même si aux États-Unis c'est 1%. Est-ce qu'il y a déjà des bonnes affaires? Est-ce qu'il faut profiter de cette baisse? Est-ce que vous notez une rotation sectorielle dans les baisses, dans les hausses qui vous paraît exploitable? Des baisses, oui, c'est clair. Depuis quelques jours, ça corrige plutôt pas mal. Alors, il y a deux natures de correction. Il y en a une première qui concerne globalement les cycliques, qui, elles, ont des corrections comprises entre 5 et 10%, ou un petit peu plus pour certaines. Mais qui a plutôt bien marché. Voilà, après des progressions supérieures à 30 ou 40%, on peut appeler ça un temps de respiration. Et puis, on en a quelques autres, dont les bancaires, qui, à mon avis, sont engagés dans une problématique un petit peu différente. C'est qu'on ne sait toujours pas lire un bilan de banque aujourd'hui. Alors, elles ont déleveragé depuis quelques années dans des proportions conséquentes. C'est impressionnant. En restant subventionnées. Alors, elles le sont toujours. Elles le sont toujours. C'est comme ça qu'elles abusent quelque part de temps en temps de la confiance des clients. Je ne sais pas, sur un secteur subventionné, il y en a qui ont besoin de la subvention et il doit y en avoir qui profitent d'une niche un peu excessive. Ça doit bien exister quelque part, non? Je ne sais pas. Je ne les vois pas profiter de la niche. Je ne les vois pas créer de richesse. Marc, vous regardez les financières? Les 2-3 catastrophes là, que j'ai connues dans notre gestion depuis 2007, c'était les financières. Donc j'ai commencé par Natixis, ça s'est écroulé. Et puis l'année dernière, j'ai remis ça avec Dexia. Donc j'ai un talent particulier pour choisir les pires. Donc je ne me prononcerai pas sur les financières. Donc vous arrêtez. Et là, donc aujourd'hui, après ce premier trimestre excellent, mais qui était... on a fait ouf, la Grèce n'a pas sauté, elle n'a pas fait sauter tout le monde. Est-ce qu'il y a des moteurs pour aller plus loin et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire du cash? Est-ce qu'il faut jouer une rotation sectorielle? Ou est-ce que finalement c'est un phénomène en passant, Marc, peut-être? Oui, je ne comprends rien à la rotation sectorielle, je n'ai jamais compris exactement ce que c'était. Donc je ne parlerai pas de rotation sectorielle. Par contre, je pense qu'on est dans une période où on peut être un petit peu mobile. Il y a des actions qui bougent pas mal. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à prendre ses bénéfices là où on a des bénéfices. Il ne faut pas hésiter non plus à revenir sur des valeurs qui ont baissé assez sensiblement pour certaines d'entre elles. Si je prends un truc tout simple, Sequana, on était vers 12 au début de l'année dernière, on est tombé jusqu'à 3, on a rebondi à 6 cette année, on est maintenant à 4 ou 4,25. Il y a un actif net de combien là-dessus? Bon, il est le triple ou le quadruple du cours de bourse. Alors ensuite, bon, qu'est-ce que vaut l'actif net? Ceci dit, c'est qui gagne de l'argent. Oui, dès qu'il y a un actif qui gagne de l'argent, en principe... en principe, voilà, dans la durée, on est gagnant. Ou on a d'autres... Je crois qu'on peut constituer, si vous voulez, un portefeuille aujourd'hui avec... un tiers de cash pour être mobile et répondre à des opportunités qui peuvent se présenter à tout moment. Un tiers de sociétés, très bon marché, qu'on achète et sur lesquelles on dort pour la retraite. Et puis un tiers de sociétés avec lesquelles on bouge, on achète quand elles sont déprimées, on revend quand elles ont rebondi, etc. Je pense que c'est un portefeuille assez amusant à gérer aujourd'hui et le marché s'y prête. C'est bien expliqué, c'est sans doute plus facile à faire, Thomas. Oui, moi j'ajouterais quelques valeurs chères quelque part. C'est ça, alors, parce que l'année dernière, le meilleur placement, c'était probablement d'acheter Hermès, qui était la valeur la plus chère de l'année d'avant. Oui, alors il y a des raisons. Il y a une raison plutôt spécifique, mais en l'occurrence des valeurs chères, aujourd'hui, vous avez L'Oréal qui est une valeur chère, théoriquement. Vous avez justement, dans cette baisse de la semaine, on voit L'Oréal Essilor
qui ont même monté. Bien sûr, elles vont bénéficier à plein de ce que j'appelais tout à l'heure le dividende démographique pour les années qui viennent. Donc en masse, avoir un tiers de valeurs qui apparaissent chères aujourd'hui, telles qu'Essilor, L'Oréal, encore une fois, Pinot, quelque part. Pour moi, les avoir en portefeuille, on n'a pas grand-chose à craindre parce qu'elles sont dans cet effet tiré par la croissance mondiale. Elles n'ont pas déçu, vous les avez même vu monter dans le contexte difficile qu'on vient de connaître cette semaine. Il m'étonnerait pas qu'elles continuent de bien se tenir pour les périodes qui viennent. Bon, séquence question. Eric, Serge Kampf quitte la tête de Capgemini. Y a-t-il un risque à prévoir? L'un ou l'autre? Je crois pas. Je crois pas. Serge Kampf, depuis toujours, pilote ses équipes, a nommé des directeurs généraux depuis bien longtemps qui connaissent la maison par cœur. Non, et vous aimez bien Capgemini? Oui, on en a en portefeuille. On a 3% de Capgemini depuis un petit moment en portefeuille et on ne le regrette pas trop. Et dans le secteur, vous regardez ce secteur-là, Marc? Un petit peu. Enfin, c'est un secteur... En fait, non, pas beaucoup, soyons honnêtes. Non, mais voilà, c'est pas... Non, je ne regarde pas beaucoup de ce secteur-là. Je suis plutôt dans l'industrie un peu traditionnelle, le commerce, etc. On va y venir. Il y a une question toutes les semaines sur Thales. Alors, cette semaine, Thales, c'est le contrat de renouvellement des radios de l'armée. Thales, c'est très décevant, alors que quand Dassault est rentré dedans, on s'est dit qu'il ne rentrait pas par hasard. Et alors que c'était aussi une des sociétés qui a le mieux résisté au crack de 2008. Voilà. Donc, voilà, rotation. Excusez-moi. Ouais, non, entièrement d'accord, Marc. Enfin, du Thales, on en a en portefeuille. On est évidemment déçus parce que ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait, que la moyenne des prices à venir est environ 50% inférieure à ce qu'elle était sur le 2006-2010. Alors, il faut toujours un catalyseur pour acheter un titre, parce que des titres pas chers, ils peuvent rester pas chers longtemps. Mais ces commandes, un secteur plutôt porteur en ce moment, je pense qu'on peut en avoir en portefeuille, oui. Alors, une autre question. EDF d'un côté avec Edison, de l'autre côté GDF Suez avec International Power. Ils essayent de racheter leur minoritaire, l'un en Italie et l'autre en Angleterre. Ils n'y arrivent pas. Ça vous inspire quoi? Moi, ça m'inspire. Une des seules choses que j'ai jamais apprises à la bourse depuis 30 ans que j'y suis, c'est que je n'ai jamais réussi à gagner de l'argent avec des sociétés qui avaient quelque chose à voir avec l'État en général. Soit l'État actionnaire, soit l'État client, soit l'État fournisseur. J'ai systématiquement, depuis 30 ans, perdu de l'argent. Donc, quand je vois EDF, GDF, des secteurs hyper régulés, avec en plus un actionnaire majoritaire dans le cas de EDF qui est l'État, je n'ai pas envie d'y toucher. GDF, pas loin d'être majoritaire quand même, quoi. C'est très important. Voilà, peu, voire aucun intérêt. Alors, on reste, peut-être pas avec l'État, mais avec les collectivités locales, avec Suez Environnement et Veolia Environnement, très nettement dégradés par les banques. Est-ce que c'est en train de venir, sachant que Veolia a fait un parcours absolument extraordinaire depuis le début de l'année? Le catalyseur, là aussi, pour l'instant, il manque, même si sur Veolia, on a vu un rebond substantiel. Il nous manque encore quelque chose. Ce sont des activités à grosse intensité capitalistique. Dès lors qu'il y a un problème de financement qui pointe, c'est marche arrière, c'est des corrections. Il y a beaucoup de dettes, donc... Regardez ça. Oui, de la dette qui est assise sur des contrats essentiellement de concession à très long terme. Donc, c'est à relativiser. Mais Veolia, 60 € au début 2008, moins 8 € l'année dernière, 11,5 € aujourd'hui, alors que ça valait 13 € ou un peu plus il y a 15 jours. On est là dans une situation où on a quand même très très envie d'en faire parce qu'on se dit il y a quand même une valeur là-dedans. Alors évidemment, je dis à l'instant exactement le contraire de ce que j'ai dit il y a une minute, à savoir ce sont quand même des métiers extrêmement réglementés, les collectivités locales, l'État, etc., des métiers extrêmement politiques. Si vous regardez votre facture d'eau, il y a la moitié de la facture, c'est des taxes, enfin déclarées en tout cas. Les collectivités locales ont tendance à se détourner de ce système pour reprendre la distribution d'eau en régie. Enfin, la diversification internationale, on nous a vanté notre modèle français de concession de services publics. Apparemment, ça prend nulle part ailleurs. Donc, on peut se poser des tas de bonnes questions. Ceci dit, il y a un prix pour tout. Alors justement, et alors, il y a les deux autres. Il y a Suez Environnement, alors, qui est la grande, puis il y a la petite qui est Séché Environnement. Vous avez des idées là-dessus? Non. Moi, j'aime pas trop Séché Environnement, pas parce que la cité serait mal gérée, pas parce que, mais parce que quand vous voyez les prix ridicules
que les collectivités locales payent pour l'enfouissement ou le traitement des ordures. Il y a des marges monstrueuses. On ne sait pas très bien où tout ça, ça passe. On est extrêmement soumis à la volonté politique. Pour l'instant, c'est très favorable. Ça peut changer du jour au lendemain. Bah, c'est sûr que le titre a beaucoup baissé. Voilà, maintenant, Thomas. Pas assez liquide pour nous. Donc, pas assez liquide. Alors on va aller dans encore moins liquide. On a une question sur le secteur du photovoltaïque. En crise, est-ce que c'est le moment d'investir ? Il reste plus que 2-3 maisons qui n'ont pas encore fait faillite. Donc le tout, c'est de savoir s'il leur reste assez de cash pour tenir face aux élucubrations de tous les politiques qui racontent tout et n'importe quoi. Le photovoltaïque tellement subventionné qu'il en a perdu sa substance économique. Voilà. On a eu une volonté politique à une époque où les choses n'allaient pas trop mal en France de subventionner le photovoltaïque pour faire plaisir aux écolos. C'est très bien. Villepin a pensé que ce n'était pas suffisant, le tarif très avantageux, il en a remis une couche. Et puis 2 ans plus tard, on nous dit qu'il y a des gens, des vils spéculateurs qui profitent d'un effet d'aubaine et on dit qu'il faut absolument cesser ça. Je veux dire, d'un bout de l'histoire jusqu'à l'autre, tout ça c'est la responsabilité de l'État, donc on n'y touche pas. On n'y touche pas. Alors c'est toujours un peu l'État, mais c'est pas seulement que l'État. Airbus a un carnet de commandes rempli pour 4 années, nous dit Nicolas. Intéressant d'investir sur lui, sur des équipementiers. Il y a quelque chose à faire là-dedans ? D'abord, il y a un bon bout de chemin qui a été fait sur tout l'aéronautique. Et EADS et Zodiac, on va dire déjà. Voilà, ça fait de bons exemples. Est-ce que ça va continuer ? Oui. Toujours en vertu de mon principe du dividende démographique, il est probable qu'il y ait de plus en plus d'avions en circulation et de plus en plus de besoins. Donc j'allais dire, la tendance est là. Les prix me semblent relativement abordables. Alors oui, pas d'inquiétude. Je ne pense pas qu'il y ait une faculté de rebond très importante. Il y a probablement d'autres bonnes affaires à faire dans des industries, comme le disait Marc, qui sont un peu bradées aujourd'hui. Mais il n'y a pas un grand risque à être dessus. Ça, Marc, l'aéronautique ? Plutôt par le biais des fournisseurs, pas forcément les équipementiers, puisque on voit ce que c'est avec l'histoire de l'ATCOR que d'être un équipementier de premier rang. Les retards de programme que des gens comme EADS peuvent assumer, ça fait sauter les équipementiers de premier rang, donc prudence. Mais on a des tas d'équipementiers qui travaillent partiellement pour l'aéronautique, qui ne sont pas chers du tout et qui marchent bien. Une de nos favorites, c'est Actia Group. Actia Group a lancé ses résultats la semaine dernière. Le résultat d'exploitation est capitalisé moins de 2 fois et le bénéfice net 4,3 fois au cours actuel. Alors ça, c'est des cours pour une société qui aurait une forte baisse de son activité en 2012, qui vraisemblablement ne sera pas le cas. Des sociétés comme ça, on en trouve et on peut s'y intéresser, oui. Bien. Total, avec sa fuite de gaz, qui n'est pas une fuite, qui est une fuite, est-ce que la baisse, il faut en profiter ? La semaine dernière, nos collègues qui étaient là disaient on en achète. Bon. Oui, en profiter, oui, on a sur Total, nous on estime qu'on a un rebond possible de 20 à 25%, soit un petit peu plus que le marché qu'on estime à 10. Oui, c'est pas mal. Donc ça nous semble, oui, à horizon de 6-8 mois, ça nous semble atteignable. Pour autant, Total souffre toujours de la même maladie, c'est son manque d'investissement chronique. Comparé aux autres compagnies, même européennes, elle n'investit pas, donc c'est une machine de cash, très bien, mais c'est pas suffisant. Marc. Dans un monde normal, moi j'aurais envie d'acheter du Total. Dans un monde français où on nous dit qu'on va surtaxer les pétroliers d'une manière ou d'une autre après les élections, j'ai moins envie d'en acheter. Quitte à faire du pétrole et rester en France, entre guillemets, ou au moins dans les actions cotées en France, je préfère acheter Total Gabon. Là, c'est une pure player. Pure pétrolière. Et on a quand même un rendement qui doit tourner autour de 6,5-7%. On a des champs pétroliers dont on nous dit depuis 20 ans ou 30 ans qu'ils sont sur le point de s'épuiser, mais qui continuent à produire tous les ans. Je trouve que c'est assez rassurant. Sur les matières premières en général, vous suivez Non, moi je ne suis pas. Je voudrais juste revenir une petite seconde sur les pétrolières, parce que nous on fait beaucoup de parapétrolières au travers de CGG et Technip. On est plus positionné là, on pense qu'il y a plus de valeur à aller chercher là. Après, sur les matières premières, moi j'avoue ne rien y comprendre. Voilà. Matières premières, l'or, tout ça, c'est...
L'or, on l'a. Alors l'or, il ne faut pas se tromper de cible. L'or, c'est très bien. Les mines d'or, c'est beaucoup moins bien, puisque quand l'or monte, les dirigeants des mines d'or s'en mettent plein les poches. Et puis en plus, comme leur intérêt, c'est quand même de continuer à exister, même si l'or rebaisse, ils vont mettre en production des filons beaucoup moins riches, et donc la rentabilité va chuter. Ça explique le divorce qu'on a eu depuis. Alors, on a un divorce considérable. C'est la politique managériale des groupes aurifères. Donc, est-ce qu'il faut avoir de l'or aujourd'hui? Je ne sais pas. Il faut toujours avoir de l'or un petit peu. Il valait mieux l'avoir il y a 5 ans qu'aujourd'hui, c'est sûr. C'est une très bonne réponse. On finit avec les questions. On va toujours dans les sociétés misant sur les énergies renouvelables, l'éolien comme Areva. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que la campagne présidentielle vous inspire le fait qu'on va aider, alors c'est justement l'anti-concept de Marc, qu'on va aider ces sous-secteurs? Il y a des choses à faire dans les énergies renouvelables? Dans les énergies renouvelables, moi j'en vois une qui est aujourd'hui pas exploitée en France. Dieu sait si elle est importante, c'est le bois. On a quelques usines de cogénération qui voient le jour au moment où on parle. Marc le sait parfaitement. Il nous manque encore 1 ou 2 interlocuteurs cotés dignes de ce nom. Pour l'instant, on a des filiales, que ce soit d'Alkia, qui commencent à exploiter les usines de cogénération. Et il y a probablement toute une vraie filière, pour le coup, à mettre en place en France pour de la création d'emplois réels. Mais aujourd'hui... C'est un concept intéressant, mais il n'y a pas grand monde de... Ben non, tout le monde est allé sur l'éolien subventionné, où on a acheté des machines gentiment construites soit en Allemagne, soit en Chine, ou des panneaux photovoltaïques construits aux États-Unis ou en Chine. C'était un choix. Je pense que le bois, il est chez nous. C'est là qu'on pourra l'exploiter, mais ce n'est pas coté. Colbert. Le bois, il faut faire une émission spéciale sur le bois, parce que là, sinon on en a pour encore 1 heure, c'est pas possible. Le bois, c'est extrêmement intéressant. On a 2 petites sociétés cotées qui en bénéficient directement du bois énergie. C'est EO2, je ne connais pas du tout, je sais juste que ça existe, et Cogra, qui s'est introduite l'été dernier en bourse, qui va annoncer ses résultats, je crois, la semaine prochaine, qui doit faire une réunion d'information à ce sujet, et qui fabrique des granulés. Aujourd'hui, se chauffer au bois, même si vous devez acheter votre bois, ça vous coûte 3 fois moins cher que l'énergie suivante la moins chère. Donc, c'est un vrai choix. Et en France, on est dans un pays vraiment prédisposé pour ça. Bien, 3e partie de l'émission, concept, stratégie. Est-ce que, je vais vous demander à tous les deux, 1 ou 2 concepts, déjà, éventuellement de se déclinant dans des grandes valeurs, puis ensuite un joker? 1 ou 2 concepts. En ce moment, moi, je reste sur mes valeurs industrielles. Les industrielles et les valeurs chères. Si voilà, dire. Exactement. Ça paraît antinomique, mais... Ce qui va monter, déjà... déjà. Oui, alors, et puis pour la petite histoire, j'achèterai pas mal de Sanofi, parce que vu l'afflux de liquidités, on va avoir mal au crâne. Il faut des gens qui font un peu d'aspirine. C'est un peu contrarien, donc c'est bien. Concept. Moi, je ne veux pas de valeurs chères, je suis hostile aux valeurs chères, c'est une question philosophique, je déteste les valeurs chères, j'ai tort, c'est du masochisme, mais je n'aime pas les valeurs chères. Par contre, concept, je pense que dans notre vision des choses, on va avoir des taux d'intérêt très bas très longtemps, il ne faut surtout pas avoir peur d'acheter des actions très endettées. Donc, je privilégie aujourd'hui la dette, qui est honnie par la plupart des investisseurs. Oui, c'est moins qu'on puisse dire hier. Grande valeur, où vous avez des... En ce moment... Si vous en preniez une, vous en aviez recommandé la dernière fois que vous êtes venu, Rotunel et Wendel. Voilà. Sur Rotunel, on s'est pas trop mal comporté depuis. Sur Wendel, il y a une sensibilité à Saint-Gobain qui est assez pénible. Malgré le deleveraging en cours, il va y avoir un nouveau rating sur Wendel qui devrait être favorable au cours. Malgré le fait que Saint-Gobain suit exactement la stratégie, son président suit la stratégie que donne Marc, c'est ne rien devoir à aucun homme politique. C'est ça sa théorie. Oui, je pense qu'il a raison. Si on regarde tous les groupes qui ne doivent rien aux hommes politiques, tous ces groupes s'en tirent plutôt bien. C'est pas si facile, mais bon. Donc vous restez Rotunel, Wendel. Wendel, vous pensez qu'il y a une petite nouvelle qui pourrait... Ouais, je pense que la session en cours qui est en cours d'agrément, je crois, par une autorité européenne, si cette session est acceptée, désendettement, et on réduira la décote de holding. Mécaniquement, on devrait avoir un petit quelque chose à gagner sur le titre. Bien. Marc.
Je sais que les grandes valeurs, oui, c'est pas cher, c'est pas forcément votre truc. Il y en a des pas chers quand même dans le lot. Il y en a des pas chers, mais effectivement, quand vous regardez la bourse l'année dernière, les valeurs qui ont bien monté dans les grosses valeurs sont effectivement celles qui ne doivent strictement rien aux hommes politiques, Essilor, L'Oréal, Michelin et d'autres. Celles qui ont une très mauvaise performance, ce sont celles qui sont très liées à la politique en général, et notamment à la politique française. Bon. Dans les petites valeurs qui sont plutôt notre cœur de métier, on a des tas de valeurs qui doivent finalement pas grand-chose aux hommes politiques et qui ne sont pas très chères, avec des degrés de risque différents. Moi, j'aime beaucoup VM Matériaux, à 6 fois le bénéfice net de 2011. Il n'y a pas beaucoup de dettes, là, en revanche. Il y a un petit peu de dette, mais c'est parfaitement gérable. J'aime aussi Actia Group, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une dette qui est un peu en trompe-l'œil, puisque c'est pas une vraie dette, si vous voulez. Ça résulte de la structure de leur bilan avec pas mal d'avances fournisseurs. Et dans les sociétés vraiment endettées, j'aime bien deux sociétés aujourd'hui au cours actuel, comme Sequana dans la distribution de papier. Finalement, c'est une fausse cyclique, c'est beaucoup plus de la distribution que la production de papier. Ou de Richebourg, qui est là aussi une fausse cyclique, qui est un gérant d'aéroport. Donc là aussi, on est dans le schéma de la croissance démographique mondiale et de l'accès au voyage de populations qui n'y avaient pas accès. Et puis on est dans le recyclage. Et de toute façon, qu'il y ait de la croissance économique en France ou pas, il y aura toujours du recyclage. Et, c'est une mal-aimée de la bourse. C'est une mal-aimée de la bourse qui a été très endettée. La fusion avec Penauille a apporté beaucoup de dettes. C'est des problèmes qui sont en train d'être réglés depuis plusieurs années. Et c'est un titre qui bouge beaucoup. C'est un titre qui peut très bien valoir le double dans un an. Bien. Thomas, un joker? Non. Non, vous en restez au tunnel, qui correspond au concept de la valeur endettée, accessoirement, quand même. On peut le dire. Dernière question, mais vous avez répondu, mais ça peut être la dernière question quand même. L'élection présidentielle aura-t-elle une influence sur les marchés? Là, on s'en approche dangereusement. On a peut-être mal à la tête à force d'écouter la radio ou de regarder la télévision. Mais est-ce que ça aura une influence? Je ne sais pas, j'ai appris hier qu'un des candidats avait décidé de convoquer tous les patrons du CAC 40. Je ne sais pas ce qu'il va leur raconter. Leur donner un cours de gestion probablement. Oui, pour gérer les CAC 40 comme on gère l'État français. Voilà, c'est ça. C'est probablement pour cette raison. Pour le reste, je ne vois pas l'influence, c'est une influence plus grave. C'est-à-dire que, comme le disait Marc tout à l'heure, à force de coller des législations dans tous les sens, d'empiler des réglementations qui n'existent pas ailleurs, eh bien, il n'aura plus qu'à mettre des frontières avec des jolies barrières en bois, puisque ce sera à peu près la seule chose qu'on réussira à produire, pour se couper du reste du monde encore un petit peu plus. Marc? Alors, on a les hommes politiques qu'on mérite, c'est-à-dire on n'a pas de très bons hommes politiques depuis 50 ans. Ceci dit, bon, je ne vais pas dire pour qui je vais voter, mais le pire marxiste qu'on a eu depuis 50 ans en France, c'est quand même Giscard. Donc même un des deux candidats dont on parlait tout à l'heure sont nommés. À côté de Giscard, il reste en caleçon en tant que socialiste. Donc, parce qu'il est parti d'un taux de prélèvement obligatoire plus faible. Là maintenant, on est à un niveau où c'est difficile de rajouter 20 points. Ah, mais je suis sûr qu'il va essayer d'en rajouter quand même. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci de votre fidélité. Rendez-vous bien sûr en podcast sur notre site, sur les sites partenaires, et rendez-vous en direct jeudi prochain, midi, même heure, même lieu. Au revoir.